C'est le jour J aux États-Unis. La RDC et le Rwanda vont sceller ce jeudi un accord de paix qualifié d'historique. Ce pacte vise à mettre fin au conflit dans l'est de la RDC et à répondre aux aspirations de paix des populations de Goma, Bukavu, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et de toutes les localités meurtries. Accord Washington-Caracas, plusieurs migrants vénézuéliens ont été expulsés hier des États-Unis. 266 d'entre eux ont atterri à l'aéroport international de Caracas. Vous suivez Télé 50, vous faites bien, Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal. La RDC et le Rwanda signent ce jeudi aux États-Unis d'Amérique un accord de paix qualifié d'historique. Il vise à mettre fin à la guerre dans l'est du pays et à répondre aux attentes de paix des populations de Goma, Bukavu, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et de toutes les localités martyrisées par la guerre. Félix Tshisekedi et Paul Kagame sont accompagnés de leurs délégations respectives. Sous la pression directe de Washington, le président Félix Tshisekedi aurait finalement accepté de s'envoler pour la capitale américaine le 4 décembre prochain, où l'on attendrait une séance de signatures symboliques avec son homologue rwandais Paul Kagame. Ce geste est présenté comme un pas vers la paix, mais pour beaucoup, il ressemble surtout à un pari diplomatique à haut risque pour le président Félix Tshisekedi, quand on sait que la situation dans l'est de la République démocratique du Congo reste fragile. Car au-delà de salons feutrés du département d'État, la situation demeure inchangée dans l'est du pays. Le groupe rebelle du M23 accusé d'être soutenu par Kigali et selon Kinshasa et par plusieurs rapports internationaux continue de contrôler des zones stratégiques entières, verrouillant routes, localités et positions militaires. Dans ces conditions, le président Félix Tshisekedi s'est calé à Washington, revient à s'asseoir à la table des négociations en position de faiblesse. Ce déplacement offre en outre à ses adversaires politiques une nouvelle occasion de l'accuser de céder aux pressions étrangères et de signer un accord de paix sur papier sans garantir la paix réelle sur terrain. Du côté américain engagé dans une diplomatie d'influence face aux ambitions régionales du Rwanda, l'objectif semble clair, arracher un accord susceptible de stopper l'escalade militaire dans la région des Grands Lacs. Mais à Kinshasa, nombreux sont ceux qui redoutent que cette initiative ne donne naissance qu'à un accord de façade, incapable de modifier l'équation sécuritaire tant que les rapports des forces sur le terrain restent en faveur du M23. En acceptant de se rendre aux États-Unis d'Amérique, le président Félix Tshisekedi cherche néanmoins à capitaliser sur l'appui américain afin de consolider sa stature internationale et d'obtenir des garanties qu'il juge indispensables à la stabilité du pays. Mais c'est une manœuvre délicate, un jonglage entre calculs diplomatiques et une crise sécuritaire dont les conséquences sont bien réelles pour des millions de Congolais. À Washington, le président congolais tentera d'éviter le piège d'une paix dictée. Toutefois, tant que les armes parlent dans l'Est, le véritable test de cet accord, s'il aboutit, ne se jouera ni dans des communiqués officiels, ni sur des photos des signatures, mais sur les collines où le M23 conserve encore l'initiative. Et dans ces contextes, l'opposant Martin Fayoulou a lancé un appel via son compte X à l'attention du président de la République. Il demande la publication complète du contenu de l'accord avant toute signature. Pour lui, le peuple congolais a le droit de connaître les modalités, engagements et garanties contenues dans ces textes afin d'en juger la pertinence pour la nation. Il réclame la tenue d'un dialogue national inclusif impliquant la société civile, les communautés affectées, les victimes, les représentants politiques, plutôt qu'un accord bilatéral restreint décidé dans les coulisses et dans les cadres internationaux. Le 4 décembre approche avec la promesse d'un tournant diplomatique, mais rien ne pourra garantir que des signatures suffisent à faire taire les armes. La vraie paix ne se décrète pas à Washington. Elle se construit sur les terrains, dans les collines, dans les villages, dans les cœurs congolais. Publier l'accord, ouvrir un dialogue national, donner la parole à ceux qui ont souffert, c'est là, peut-être, la seule chance que cette paix ne soit pas qu'un mirage, mais un véritable commencement. Égypte, Caire,
Défense Expo 2025, le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Guy Kabombo, a fait les déplacements du Caire. Participant activement à cette exposition des instruments stratégiques des guerres, Maître Guy Kabombo était attentif au choix des renforcements des FARDC en pleine modernisation. C'est la 4e édition de Egypt Defense Expo EDEX 2025 qui a poussé le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants à effectuer une mission de service au Caire. Considérée comme l'une des plateformes les plus influentes en Afrique et au Moyen-Orient dans les domaines de l'armement, la technologie militaire et de la coopération stratégique. La présence du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Modianvita, à ce rendez-vous de haut niveau illustre la détermination du commandant suprême, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à engager la République démocratique du Congo dans une véritable modernisation des FARDC et un renforcement des partenariats avec des puissances militaires reconnues, dont l'Égypte. Dans sa déclaration, le ministre de la Défense a salué l'accueil et la disponibilité de son homologue égyptien, soulignant un partenariat qui se consolide, porteur de solutions solides face aux enjeux sécuritaires auxquels la RDC reste confrontée. Il a insisté sur l'importance d'un échange technique direct pour identifier des équipements adaptés aux réalités du terrain congolais. Au cours de sa visite, Maître Guy Kabombo Modianvita a soigneusement inspecté plusieurs pavillons d'exposition, passant en revue des systèmes d'armement innovants, des technologies de surveillance, des solutions des mobilités tactiques et divers équipements susceptibles de renforcer les capacités opérationnelles des forces armées congolaises. En prenant part à EDEX 2025, la RDC confirme non seulement son ambition de mettre à niveau son appareil de défense, mais également son ouverture à des partenariats internationaux stratégiques destinés à assurer la protection du territoire et la stabilité nationale. Autre chose, élu de la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, le député national Eddy Ilungambouyou a déposé au bureau de l'Assemblée nationale une motion d'information sur la situation d'incursion et d'agression des agents de l'entreprise minière Kamoto Copper Company et par des creuseurs artisanaux. Et en même temps, il a réceptionné les mémorandums des musiciens du Grand Katanga. Je propose donc de l'écouter. Aujourd'hui, à ce jour où nous sommes en train de parler, les travailleurs ne sont même pas allés prester. L'entreprise KCC ou Kamoto Company regorge plus ou octroie aux Congolais plus de 20 000 emplois directs et indirects. Ces derniers temps, cette entreprise se voit être agressée. Donc il y a des creuseurs clandestins qui s'incursent au sein de l'entreprise KCC et non seulement ils sont là pour le vol de minerais, mais ces derniers temps ils s'attaquent aux agents des KCC, aux agents des sociétés sous-traitants. Ils barricadent les bus qui ramènent les agents à leur lieu de service. Et cette situation vient de connaître un point vraiment culminant, intolérable. C'est chaque jour qu'on enregistre de blessés au sein des agents, des éboulements dans la concession de KCC, des éboulements où des artisanaux meurent et le service de sécurité sont dépassés. Voilà pourquoi nous avons déposé aujourd'hui cette motion d'information au niveau du bureau pour que, au niveau de l'Assemblée nationale plutôt, qu'on organise une commission mixte qui sera composée de membres de l'Assemblée nationale, de membres du gouvernement central, notamment le ministère de Mines, le ministère de l'Intérieur et Sécurité, le service de CAMI, la CMAP, les autorités de ces entreprises concernées, les coopératives minières, pour qu'ensemble, que ces problèmes soient examinés afin que des résolutions palliatives soient trouvées.
Martin Kazembe-Choula, qui poursuit par ailleurs ses itinérances dans toutes les régions de la province, a été accueilli en grande pompe au centre d'Ako de Likasi. Le gouverneur ad intérim a été reçu tambour-bâton par une population reconnaissante pour les avancées réalisées en matière de prise en charge médicale. Dans le souci de garantir des soins de qualité aux plus démunis et aux indigents, conformément à la vision de la couverture santé universelle prônée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe-Choula, a procédé ce dimanche 30 novembre 2025 à la remise d'un lot important de médicaments essentiels et de génériques à l'hôpital général de référence d'Ako de Likasi, deuxième plus grande structure médicale de la province, après l'hôpital Jason Sendwe de Lubumbashi. L'hôpital d'Ako de Likasi a symboliquement réceptionné ses produits pharmaceutiques par l'entremise du directeur de cabinet du ministre provincial de la Santé, qui les a ensuite remis officiellement au médecin-chef des zones de santé de Likasi, le docteur Blaise Moussoya. Ce dernier a exprimé toute sa gratitude envers le chef de l'exécutif provincial pour cet appui qui arrive à point nommé. Merci beaucoup, Excellence, pour ce don temps précieux et qui va aider toute la population de la ville de Likasi. L'hôpital d'Ako ici, c'est le deuxième grand hôpital de la province du Haut-Katanga, après Sendwe. Donc votre don ici va nous soulager tant soit peu. Il s'est de rappeler que les zones de santé de Kambove, Mitoaba et Pueto ont elles aussi déjà bénéficié des dotations en médicaments du gouvernement Kazembe. Toujours dans le Haut-Katanga, le gouverneur ad intérim de la province a répondu 48 heures plus tard aux préoccupations des députés concernant le projet d'édit budgétaire pour l'exercice 2026. Les réponses de l'autorité provinciale ont convaincu les représentants du peuple qui l'ont jugé recevable. Le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe-Choula, a répondu de manière magistrale aux préoccupations des honorables députés provinciaux sur le projet d'édit budgétaire pour l'exercice 2026. C'était au cours de la plénière tenue et présidée ce mercredi 3 décembre par le président de l'organe délibérant en province, Michel Kabwe-Mwamba. Les préoccupations des 6 groupes parlementaires sur les volets recettes et dépenses ont toutes été passées au peigne fin et trouvé des réponses appropriées. Le chef de l'exécutif provincial, Martin Kazembe-Choula, a remercié les députés provinciaux pour leurs observations et suggestions et a promis que son gouvernement en tiendra compte. Je tiens à vous remercier sincèrement pour toutes vos observations, recommandations et suggestions combien pertinentes et enrichissantes qui constituent une contribution d'une importance inestimable à l'action de votre gouvernement qu'il promet de prendre en compte dans son budget, et je vous invite à les voter à l'unanimité. Tels sont les éléments de réponse de votre exécutif provincial aux multiples préoccupations de notre organe délibérant. Je vous remercie pour votre attention soutenue. Merci beaucoup. Les réponses de Martin Kazembe-Choula ont convaincu les députés provinciaux, toutes tendances confondues, qui ont jugé recevable les projets d'édit budgétaires pour l'exercice 2026. Estimés collègues, à ce stade, pouvons-nous déclarer recevable ce projet d'édit budgétaire de la province du Haut-Katanga, exercice 2026? Si oui, veuillez vous manifester. Qui dit oui? Qui dit le projet d'édit budgétaire de la province du Haut-Katanga, exercice 2026, est déclaré recevable. Le texte a été transmis à la commission ECOFIN pour toilettage avant son adoption par la plénière. Avant de lever la séance, le président Michel Kabwe-Mwamba a demandé aux honorables députés provinciaux et à l'assistance de soutenir la signature de l'accord de paix de Washington auquel le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accorde une importance pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. Et à Kinshasa, le secrétariat général à l'aménagement du territoire a tenu une réunion de coordination avec des directeurs et chefs de service. Au cœur des échanges, les préparatifs du lancement officiel de la campagne de vulgarisation de la loi numéro 25/045 du 1er juillet 2025 relative à l'aménagement du territoire en République démocratique du Congo.
À Kinshasa, le secrétariat général à l'aménagement du territoire a réuni mardi ses directeurs et chefs de service pour une importante séance de coordination. Objectif, finaliser les préparatifs du lancement officiel de la campagne de vulgarisation de la loi numéro 25/045 promulguée le 1er juillet 2025 et portant sur l'aménagement du territoire en République démocratique du Congo. Cette rencontre stratégique vise à définir des orientations claires et à garantir une compréhension uniforme de la nouvelle loi à travers tout le pays. Les services techniques insistent, cette vulgarisation doit renforcer la gouvernance territoriale et améliorer la planification à tous les niveaux. C'est le ministre des tutelles, Jean-Lucien Boussa Tongba, qui donnera le coup d'envoi officiel. 3 journées d'ateliers sont prévues du 9 au 11 décembre prochain, réparties dans les 4 districts de la capitale. Ces sessions regrouperont les différentes circonscriptions urbaines rattachées à l'aménagement du territoire. Au programme, choix des intervenants, élaboration de modules de formation, clarification des relations entre administrations centrales et provinciales, utilisation du guide méthodologique, notamment le PPAT et le PSAT, mais aussi rappel du code de bonne conduite et présentation détaillée des nouvelles dispositions légales. Ces ateliers marquent une étape essentielle pour assurer l'application harmonieuse de la loi et poser les bases d'une administration territoriale plus structurée, cohérente et tournée vers le développement national. Et à l'occasion de la Journée internationale des personnes en situation de handicap célébrée sous le thème favoriser des sociétés inclusives pour stimuler le progrès social, l'ambassadrice universelle de la paix, Nathalie Aziza Mounana, a conduit une forte délégation de la Fondation Calixte Mounana au Kankokolo, une descente humanitaire marquée par l'écoute, la solidarité et un message fort en faveur de l'inclusion de personnes handicapées au cœur du développement mondial. Célébrer chaque 3 décembre la Journée internationale des personnes en situation de handicap sonne comme un rappel mondial en faveur du respect, de la dignité et de l'inclusion des millions de personnes vivant avec handicap. Sous les thèmes de cette année, favoriser des sociétés inclusives pour les personnes handicapées afin de stimuler les progrès sociaux. C'est dans ces contextes d'engagement social et de solidarité que la Fondation Calixte Mounana, dirigée par l'ambassadrice universelle de la paix, Nathalie Aziza Mounana, a effectué une descente significative au Kankokolo, un site qui accueille de nombreuses familles vulnérables, parmi lesquelles des personnes vivant avec divers handicaps. Ici, nous sommes à l'hôpital Bobila Dawa. Cette initiative s'inscrit dans la vision humanitaire de la Fondation qui place la dignité humaine et l'inclusion au cœur de son action. Au Kankokolo, Nathalie Aziza Mounana et son équipe ont rencontré des personnes en situation de handicap, écouté leurs besoins et partagé les vivre et non-vivre. Dans son adresse, l'ambassadrice universelle de la paix, Nathalie Aziza Mounana, a souligné que l'inclusion n'est pas un acte de charité, mais un droit fondamental et une condition indispensable au progrès national. À l'occasion de cette journée, saluons le leadership et la détermination de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, dans sa volonté de bâtir un avenir plus inclusif. Son engagement sans relâche en faveur de personnes vivant avec handicap est une source d'inspiration pour nous tous. Grâce à ces efforts, nous avons vu des avancées significatives dans la solidarité nationale et l'inclusion au sein de notre société. Ensemble, travaillons à promouvoir l'égalité et de soutenir les droits des personnes en situation de handicap. Elle a profité de l'occasion pour demander à l'assistance d'adresser une prière à la nation en faveur du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Et puis la route de l'université au niveau de l'arrêt Ezo dans la commune de Kalamou se trouve depuis plusieurs mois dans un état de délabrement avancé. Entre flaques d'eau, nids de poules et véhicules en panne, la circulation est devenue un véritable parcours du combattant pour les commerçants, chauffeurs et habitants qui appellent à une réhabilitation urgente et durable de cette voirie stratégique de la RDC.
Flaques d'eau, morceaux de pierre, nids de poules et encombrements causés par des véhicules non fonctionnels, tel est le spectacle offert depuis plusieurs mois par la route de l'université au niveau de l'arrêt Ezo, près de la station Total. Cette avenue est devenue quasiment impraticable, affectant lourdement la mobilité des commerçants, des habitants et des chauffeurs. Le lieu est devenu un véritable casse-tête pour les passants qui doivent relier le rond-point Gaba, le rond-point Victoire et les environs. Quelques habitants de la commune de Kalamou ont exprimé leur ras-le-bol face à la dégradation avancée de cette route située au croisement des avenues Université et Ezo. Cette avenue avait été aménagée grâce aux efforts de l'OVD, mais malheureusement, nous constatons aujourd'hui qu'elle se trouve dans un état de délabrement très avancé. Au lieu de permettre à l'eau de s'écouler correctement dans des caniveaux prévus, elle a été orientée vers un autre endroit. Selon les témoignages recueillis sur place, la situation a débuté par de simples nids de poules avant d'évoluer vers une dégradation plus profonde en l'absence de toute intervention significative des autorités compétentes. Alors, rond-point Ezo, c'est la commune presque Nous sommes dans la commune de Kalamou sur l'avenue Université au rond-point Yolo Esso. Cette avenue relie deux communes, Kalamou et Limete. Mais aujourd'hui, un problème majeur se pose. L'avenue est dans un état de délabrement très avancé. Habituellement, à chaque mandat, des autorités descendent sur terrain pour assurer le suivi de cette avenue. Malheureusement, depuis le début de sa dégradation, aucune autorité n'est venue constater la situation. Habitants comme usagers appellent à une réhabilitation urgente de cette route stratégique pour la circulation dans la commune de Kalamou. Ils insistent toutefois sur la nécessité d'une solution durable et non d'intervention temporaire ou superficielle. Il y a un manque de négligence. On a évité le gouverneur, on a dit En tant que mécaniciens, c'est grâce au passage des véhicules que nous gagnons notre vie. Mais suite à ces délabrements, les véhicules ne passent plus comme avant, ce qui nous crée des sérieux problèmes économiques. Nous demandons aux autorités de trouver une solution afin de nous permettre à nous aussi de gagner dignement notre vie et de nourrir nos familles. La dégradation de route à Kinshasa reste l'un des défis majeurs du quotidien de Kinois, avec des conséquences directes sur le coût de la vie, la sécurité routière et l'activité économique. Dans nos frontières, 266 Vénézuéliens ont été expulsés hier mercredi des États-Unis par les autorités américaines. Ils ont atterri à l'aéroport international de Caracas. En tout, plus de 14 000 migrants ont été expulsés depuis le début de l'année dans le cadre de l'accord ayant relancé les discussions entre Washington et Caracas. On va prendre le rappel des titres de ce journal. C'est le jour J. Aux États-Unis, la RDC et le Rwanda vont sceller ce jeudi un accord de paix qualifié d'historique. Ce pacte vise à mettre fin au conflit dans l'est de la RDC et répondre aux aspirations de paix des populations de Goma, Bukavu, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et de toutes les localités meurtries. Accord Washington-Caracas, plusieurs migrants vénézuéliens ont été expulsés hier des États-Unis. 266 d'entre eux ont atterri à l'aéroport international de Caracas. Restez avec nous pour la revue de presse. La revue de presse est avec vous, Moïse Chamala. Bonjour et bienvenue. Bonjour Joël Silona et bonjour à tous ceux qui nous suivent des partout dans le monde. Alors, dans votre revue de presse, vous parlez de cette date historique de la signature de l'accord entre la RDC et le Rwanda. Tous les projecteurs sont braqués sur Washington. Exactement, Joël Silona. Le 4 décembre sera une date qui sera gravée à jamais dans l'histoire du Congo. Les présidents Félix Tshisekedi et les présidents Paul Kagame vont entériner l'accord de paix du 27 juin et les cadres d'intégration économique régionale du 7 novembre. Deux textes déjà signés par l'air Missich Domici. Tshisekedi Kagame, fumée blanche attendue aujourd'hui à Washington, annonce de son côté
la prospérité. C'est décidément le bout du tunnel. L'attente aura été longue et le suspense s'est finalement estompé. Certains médias à Kinshasa sont pessimistes. Cas du journal Le Nouvel Observateur qui parle d'une entente impossible, Joël Iselona, entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame qui sont diamétralement opposés. Le président congolais tient au départ des soldats rwandais de son territoire avant tout accord. Le président rwandais qui a fait des FDLR son fonds des commerces depuis le génocide qui a ébranlé son pays depuis 1994 tient mordicus à la neutralisation de ses forces négatives avant d'avaliser un quelconque accord de paix avec la RDC. Tout comme la manchette, c'est connu, Kagame et Tshisekedi se méfient royalement l'un de l'autre et si cela ne se cache plus, les accusations mutuelles tout au long de la semaine, on l'a vu dans différents médias et ce 4 décembre inonde la presse depuis le 27 juin, rappelle les tabloïds, ni la RDC ni les Rwandais n'ont exactement ou entièrement, j'allais dire, exécuté les tâches qu'elle leur a confiées la médiation. Eh bien, pour hier à Washington, il y a eu un point de presse au cours duquel les ministres Mouyaya et Tina Salama ont partagé ici avec Info 27 qui nous montre. Les deux personnalités ont rappelé avec netteté les principes qui guident Kinshasa. La paix n'est pas un marchandage, mais la pierre angulaire de l'intégration économique. Aucune parcelle des souverainetés n'est cédée, aucune cogestion des ressources n'est tolérée, aucune amnistie globale ne viendra blanchir les crimes des guerres. Pour les journaux, cette fermeté n'est ni bravade, ni posture, elle structure une vision politique. Pour finir, concernant les forces de sécurité, Tina Salama a renchéri la Perse a été clair, l'accord ne légitime aucune présence d'ailleurs des troupes étrangères et ne prévoit ni brassage ni mixage collectif. Toute réintégration d'anciens combattants sera strictement individuelle, conditionnelle et rigoureusement contrôlée, tirant les leçons des échecs du passé. Et toujours dans le même chapitre, les avis sont partagés quant à cette signature. Les opposants et la société civile restent dubitatifs. Exactement, on l'a vu avec Martin Fayulu, encore avec Olenga Nkoy. Ici, sur les murs du journal Ouragan, les processus de Washington et d'Ottawa ne suffisent pas à résoudre la crise dans l'Est de la RDC pour une paix complète et durable, tranche les présidents du CENSA. Joseph Olenga Nkoy, cité par Ouragan.cd, il est impératif d'organiser un dialogue national inclusif. D'ailleurs, un avis partagé par la société civile de la RDC dans une déclaration parvenue hier mercredi à radiocapi.net. La structure affirme que sans dialogue national inclusif, les accords de Washington et d'Ottawa ne mèneront pas à une paix durable en RDC. Pour finir, de son côté, l'Amouka de Martin Fayulu dénonce l'accord de Washington et accuse Tshisekedi de des trahisons pour l'Amouka cité par les potentiels. L'accord qui devait être officialisé à Washington est perçu comme une véritable prime à Paul Kagame, offrant des avantages indus au Rwanda au détriment des intérêts fondamentaux de la RDC. Merci Chamala pour toutes ces informations. Je vous en prie, Joël Iselona. À vous également, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis de partout. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.